responsable américain qui avait dit, je paraphrase ces mots, don't ask what the United States can do for you, but ask yourself what you can do for the United States. Ça veut dire que ne demandez pas à la République ce qu'elle peut faire pour vous en tant que citoyen, mais posez-vous la question, ce que vous, individuellement, vous pouvez faire pour la République. Et je rends un vibrant hommage au Cercle de réflexion des jeunes de Kinshasa pour ces moments de réflexion, pour donner le meilleur de lui-même à notre pays pendant que les autres sont en train de se bousculer pour entrer au stade de martyr, suivre le match qui va opposer tout à l'heure le tout-puissant Mazembe et l'AS Club. La thématique qui m'avait été offerte pour réfléchir renvoie à l'avenir du Congo et la justice transitionnelle. Trois questions essentielles me sont venues en tête pour fonder les bases de mon exposé. De mars 1993 à juin 2003, il a été répertorié 6 millions de morts dans le rapport dit du projet Mabou. Et ces morts ont été répertoriés seulement pour la période de 1993 à 2003. Comment pouvons-nous penser à l'avenir du Congo sans avoir trouvé la réponse à la vérité sur toutes ces morts? Depuis la période de la démocratisation de notre pays, depuis les années 90, nous sommes toujours dans une guerre interminable, jusqu'aujourd'hui. En 2010, pour cette période-là, jusqu'en 2003, on a dénombré 6 morts, 6 millions de morts. Aujourd'hui, quand vous lisez L'Empire du silence de Thierry Michel, ce film qui a fait le tour du monde, on vous parle de plus de 10 millions de morts. Comment pouvons-nous réfléchir, penser à l'avenir du Congo sans trouver la solution sur les poursuites judiciaires contre toutes ces personnes qui ont causé du tort au peuple congolais? Plus de 10 millions de morts. Peut-être le chiffre paraît trop banal, mais quand vous mettez devant une église, vous commencez à compter une personne après une autre, vous allez vous rendre compte de ce que représente 10 millions de morts. Et ça, c'est pour la République. Comment on peut réfléchir à l'avenir du Congo sans trouver des solutions pour les auteurs, les co-auteurs et les complices qui ont causé du tort au Congo? Chacun de nous pourra s'imaginer les réponses. Chacun de nous pourra penser à l'avenir du Congo. Mais pour nous, qui sommes dans la recherche sur la question de la justice transitionnelle, nous estimons qu'à ce stade, l'avenir du Congo est sombre sans la justice transitionnelle. Qu'en est-il au juste? C'est par là que je vais vous présenter mon exposé en 3 éléments fondamentaux: une introduction, les préalables de la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle, et pour terminer avec les mécanismes proprement dits. Il n'y aura pas donc des conclusions parce que la réflexion continue. Je n'aimerais pas vous imposer ma position. Je laisse la libre réflexion à chacun pour trouver la solution. En guise d'introduction, j'ai aussi trois petits points. Le contexte, quand est-ce qu'on parle de justice transitionnelle? Quelle est la notion même de justice transitionnelle?
et quels en sont les piliers. Dans quel contexte on parle de justice transitionnelle? On parle de justice transitionnelle dans un contexte de post-dictature. On parle de justice transitionnelle dans un contexte de post-conflit. On se pose la question, après la période de dictature, après la période de guerre, de conflits, ainsi de suite, comment faire la paix avec ceux qui ont le sang dans leurs mains? Comment faire la paix? Comment réconcilier les communautés qui ont été autrefois déchirées? Comment trouver la solution pour que le pays ne soit plus dans un état où il y a un loup qui se met à devenir un loup pour l'autre? C'est chaque jour qu'on parle qu'il y a des tueries dans l'Est, c'est chaque jour que l'une de nos contrées ou l'un de nos territoires est occupé, et c'est chaque jour qu'il y a des victimes. Vous êtes sans ignorer que c'est chaque jour qu'il y a des femmes qui sont violées, c'est chaque jour qu'il y a des personnes qui sont mortes. Alors comment faire régner la paix dans un contexte pareil si on y sort? Si nous étions dans un contexte de dictature où on ne pouvait que tuer les autres une fois qu'on présente un avis contraire, alors comment faire pour revenir dans une société normale où il n'y a plus de tueries, où il n'y a plus de casse, surtout des crimes de masse? C'est dans ces contextes-là qu'on applique la justice transitionnelle. Alors, quelle en est maintenant la notion? Parce qu'on en parle beaucoup. Les Nations Unies ont défini la justice transitionnelle comme un ensemble de mécanismes qui peuvent être judiciaires et extrajudiciaires, qui sont mis en place par un État post-conflit en vue de rétablir les responsabilités et envisager la réconciliation. Cette définition, vous pouvez la retrouver dans la note directive des Nations Unies depuis 2014. C'est le secrétaire général des Nations Unies qui a donné cette définition. Même sur Google, vous pouvez la retrouver, elle est tellement kilométrique. Mais l'essentiel à retenir ici, c'est qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place. Ces mécanismes peuvent être judiciaires, tout comme ça peut être extrajudiciaire, dans le but de rétablir les responsabilités. Qui avait commis les crimes des masses, on les poursuit en justice. S'il est chez, on les condamne. Ceux qui méritent le pardon le méritent dans le cadre des faits qui sont peut-être bénins. Donc c'est la société qui va en décider et c'est l'État qui met en place des mécanismes qui va lever cette option, et aussi dans le but d'assurer la réconciliation nationale. La justice transitionnelle a des piliers. On parle des piliers de la justice transitionnelle. Ils sont au nombre de 4. Mais il y a un débat au niveau doctrinal où on ajoute un 5e élément. Il y a un premier pilier qui est sur le droit à la vérité. Ça veut dire dans un État où il y a eu des crimes de masse, il faut que le peuple victime sache la vérité pourquoi il y a eu ces crimes de masse. On doit rechercher la vérité. On doit identifier les auteurs de ces crimes. Pourquoi ils ont eu à commettre ces crimes. Pourquoi ils ont laissé d'autres communautés déchirées. Pourquoi ils sont parvenus à agir ainsi. Le deuxième pilier, c'est le droit à la justice. Dans un État normal, un État qui aspire à la démocratie ou un État qui aspire à implanter l'État des droits, on ne peut pas poursuivre les auteurs des crimes de masse. On doit lutter contre l'impunité des crimes de masse. À cet effet, il faudrait qu'on mette en place des dispositions pour poursuivre en justice
tous les auteurs de ces crimes. Le troisième pilier, c'est le droit à la réparation. Comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a le crime, à chaque fois qu'il y a la dictature, il y a toujours des victimes. Les victimes, ce n'est pas seulement les morts. Quand on parle de 10 millions de morts, là c'est seulement pour les cas de mort. Mais il y a aussi des incendies volontaires. Toutes les communautés ont été incendiées. Il existe aussi des victimes. Il existe aussi des personnes qui ont été contraintes de quitter leur propre territoire pour aller se réfugier dans d'autres territoires. Ça peut être dans d'autres territoires sur le plan national, ça peut aussi être dans d'autres territoires à l'étranger. Ce sont des victimes, ce sont des déplacés qui peuvent être internes ou des réfugiés. Alors toutes ces victimes, que ce soit des morts, que ce soit des déplacés, des réfugiés, des victimes même de violences sexuelles, toutes ces victimes méritent une réparation. Donc l'État qui envisage de mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle doit mettre en place les dispositifs qui va chercher à réparer toutes ces victimes. Ça peut être une réparation individuelle, ça peut être aussi une réparation collective. Le quatrième pilier, ce sont les garanties de non-répétition. Dans un État où il y a eu commission des crimes de masse, où il y a un loup, quelqu'un qui s'est comporté en dictateur, qui a commencé à tirer sur tout ce qui bouge, qui a commencé à violer les femmes, qui a commencé à faire du n'importe quoi en commettant des crimes de masse, il faut que le peuple se rassure que, une fois terminé le processus, on ne verra plus ces genres de comportements. Donc l'État doit mettre en place des mécanismes pour garantir la non-répétition de la commission de ces crimes de masse. Et enfin, le dernier pilier, c'est en ce qui concerne les travaux des mémoires. Dans plusieurs pays, on a institué des édifices qui vont rappeler quand même la mémoire qui est dans cette contrée, dans cette partie du pays. On a eu à tuer plusieurs personnes et qu'on érige un édifice en leur mémoire. Ça peut être en termes d'infrastructure, ça peut aussi être en termes de consécration des journées nationales en mémoire des victimes. Et je salue en passant à ce sujet la consécration l'année dernière de la journée du 2 août comme journée du Génopost, comme journée en mémoire de toutes les victimes des massacres que la République a connus. C'était la toute première fois qu'on puisse consacrer cela à le président de la République actuelle. Le Génopost, c'est-à-dire le génocide des Congolais pour des raisons économiques. Alors, c'est par là que je termine cette introduction, mais il existe des préalables à la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle. Pour qu'un processus soit un processus réussi dans un État, il faudrait dans un premier temps qu'il y ait une volonté politique. Comme vous le savez, en 2003, lorsque nous avons quitté Sun City, dans notre pays, il y a la première tentative de mise en œuvre de la justice transitionnelle lorsqu'on a mis en place la commission de vérité et réconciliation. Il y avait une volonté politique, mais cette volonté politique était-elle réellement concrète? Vous allez comprendre par la suite que la sévère de 2003 avait lamentablement échoué parce qu'il n'y avait pas suffisamment une volonté politique. Parce qu'à cette époque-là, tous ceux-là qui étaient appelés à mettre en place ces processus, c'était des ex-belligérants. Donc, on avait partagé les postes entre ceux qui occupaient, ceux qui étaient dans le MLC, ceux qui étaient dans le RCD, ceux qui étaient dans l'opposition armée, non armée, ainsi de suite. Ils se sont partagés le gâteau. Alors que les mécanismes visent à ce qu'on puisse poursuivre aussi ceux qui sont trempés dans le processus. Donc, on s'est retrouvé en face d'un juge et parti. C'est pourquoi la sévère de 2003 n'a pas réussi.
Donc on peut dire que la volonté politique à cette époque-là n'a pas été une volonté équilibrée, une volonté suffisamment consacrée. Deuxième préalable, d'ailleurs avant de prendre le deuxième préalable, c'est que il faut souligner que l'actuel président de la République, lors de la 43e réunion du Conseil des ministres, il avait manifesté la volonté de mettre en place les mécanismes de justice transitionnelle. Ce qui n'a pas été le cas dans le passé. Il est revenu lorsqu'il a adressé sa lettre, sa correspondance du 6 décembre 2020 à Madame le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour lui demander son approche ou bien son aide technique, son apport technique dans la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle. Ça, c'est un premier pas et c'est un pas à encourager parce que l'expression de la haute hiérarchie l'a manifesté pour que dans notre pays, on ne prône plus l'impunité. Que n'importe qui peut se réveiller un matin, commencer à tuer les autres, et puis après, il vient, vous lui donnez les postes, et puis c'est tout. Et ça, c'est ce que le professeur Luzolo appelle la capacité, le prime à la capacité de nuisance. Donc, si vous avez une forte capacité de tuer, vous pouvez venir et puis on vous offre un poste. C'est au prorata de votre capacité de nuire à ton prochain. Alors, dans le cadre des mécanismes de justice transitionnelle, on ne veut pas que l'on réfléchisse dans ce sens-là. Troisième préalable, il faut qu'il y ait la neutralité des acteurs. Les gens qui seront appelés à travailler dans le cadre du processus de justice transitionnelle doivent être des personnes intègres. Ça ne doit pas être des personnes qui ont été autrefois impliquées dans les crimes. Ça ne doit pas être des ex-belligérants. Je vous ai donné l'exemple en 2003. C'était ceux-là qui étaient au front, qui avaient été présumés avoir commis des crimes de masse, qui sont venus à Kinshasa, qui se sont partagés les gâteaux, 1+4 à l'époque, et puis après, on a donné la gestion, la sévère à ces genres de personnes. Donc, il y a un problème, il s'est posé un problème de la neutralité des acteurs à cette époque-là. C'est pourquoi le processus n'a pas réussi. Donc, c'est un préalable essentiel à la mise en œuvre d'une justice transitionnelle réussie dans un État. Il faudrait aussi les moyens d'action. Les moyens d'action. Le pays, c'est un pays immense qui nécessite que pour des enquêtes approfondies, qu'il y ait des moyens suffisants pour arriver à rejoindre chaque coin du pays où il y a eu commission des crimes de masse. Je peux vous rappeler que pour les Kivu, les Touri, ça c'est connu de tous, mais n'oubliez pas qu'ici à Kinshasa, on a eu à découvrir les fausses communes. Il faut la vérité sur la question. N'oubliez pas qu'à Yumbi, il y a eu des morts. N'oubliez pas que dans le Congo central, il y a eu des crimes de masse contre les adeptes pour nous dire. Ça, ce ne sont que des exemples. Donc, on ne peut pas laisser des choses comme ça passer sans réfléchir pour apporter une solution. C'est ainsi que nous apportons la réflexion au niveau de la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle. Un autre préalable, et pas le moindre, il faut la contextualisation. Il faut contextualiser la mise en œuvre de justice transitionnelle dans un État. Donc, l'image qu'on peut avoir du Rwanda, de l'ex-Yougoslavie, de Haïti ou du Sénégal, ça ne peut pas être la même image dont on peut se faire de la RDC. La RDC, c'est un pays pratiquement continent. La RDC, c'est un pays dont les crimes ont plusieurs causes. Des causes économiques, des causes intercommunautaires existent,
des causes, la recherche du pouvoir politique aussi existe, ainsi de suite. Donc il faut contextualiser les mécanismes. On ne peut pas apporter ce qui a été fait en ex-Yougoslavie ou au Rwanda, l'importer ici à Kinshasa pour mettre en place la justice transitionnelle selon ce qui a été fait au Rwanda ou bien ce qui a été fait en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Donc il faut contextualiser. Donc c'est par là que je termine avec les préalables. Alors la dernière partie, c'est la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle. Comment on met la justice transitionnelle en œuvre dans un État? Il y a deux pôles. Premier aspect, ou premier pôle, on peut faire intervenir des mécanismes judiciaires. Deuxième pôle, on fait intervenir des mécanismes extrajudiciaires. Dans les mécanismes judiciaires, on peut s'appuyer sur la justice nationale. Mais, comme vous le savez, le chef de l'État lui-même s'est indigné de la question de la justice dans notre pays, le système judiciaire. Est-ce qu'on peut faire confiance à notre système judiciaire dans la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle? Donc, c'est une question que chacun de nous doit donner une réponse selon son entendement. C'est pourquoi, lorsqu'on se présente en face d'une justice nationale défectueuse, c'est comme ça que les experts ont développé la complémentarité. C'est comme ça qu'on a créé la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale est une juridiction complémentaire. À partir du moment où la justice nationale n'a pas cette capacité de poursuivre les criminels, ou n'a pas cette volonté de poursuivre les criminels au niveau interne, la Cour pénale internationale peut s'en charger. Mais non seulement la justice pénale internationale, dans le cadre d'une juridiction permanente comme la CPI, mais on peut aussi mettre en place des juridictions internationales ad hoc. Je pense qu'en ex-Yougoslavie, ça a été le cas. Au Rwanda, ça a aussi été le cas. Nous avons milité depuis 2012 pour qu'on puisse mettre en place une juridiction pénale internationale spéciale pour le Congo. On n'a jamais vu cette juridiction. Je pense que la communauté internationale en est quelque part responsable parce qu'il relève de sa responsabilité de créer des tribunaux des non internationaux ad hoc. On peut aussi envisager, ça c'est l'État qui peut aussi envisager ou lever l'option, dans ce sens, de créer même des chambres spécialisées au sein des juridictions internes. Le professeur Luzolo, en 2010, en tant que ministre de la Justice, avait proposé une loi à cette époque-là pour qu'on crée une juridiction pareille, mais il a été chassé au Parlement. Ça, c'est une évidence, il a été chassé au Parlement. Et ce même système qu'il avait proposé a été transporté en République Centrafrique aujourd'hui. La Centrafrique a une juridiction pénale internationale qui a été créée sur base du modèle qui a été proposé par le professeur Luzolo ici à Kinshasa. Et pour votre gouverne, le procureur près cette juridiction-là en Centrafrique, c'est un Congolais. De par son expérience, son expertise dans les juridictions militaires congolaises, pour avoir poursuivi les grands criminels de guerre ici, il avait battu à plate couture toutes les autres candidatures étrangères, et c'est lui qui a été retenu, c'est le général Matanzemi. Donc, en dehors des aspects judiciaires, on peut avoir des aspects extrajudiciaires qui peuvent nous renvoyer au vetting. Ça veut dire, si on met en place la justice transitionnelle, le vetting veut dire qu'on ne peut pas voir occuper les fonctions officielles au sein de l'État par les anciens, les personnes qui ont été trempées de sang, dont les mains sont trempées de sang. Donc c'est ça le vetting. Les mécanismes, on peut aussi aller au niveau des lois d'amnistie. L'État peut adopter des lois d'amnistie, mais ici, la chose la plus importante à retenir, c'est qu'il n'y a pas d'amnistie pour les crimes de masse. Donc on peut amnistier les gens qui ont commis des infractions
bénigne pendant la guerre, pendant les conflits armés, n'est-ce pas les gens qui ont commis des crimes de masse, comme cela a été le cas en 2003, ainsi de suite, où on avait amnistié tout le monde. Donc voilà un peu, en bref, ce que je peux vous présenter sur la question de la justice transitionnelle. Mais je pense, pour terminer, il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de justice sans réparation. Il n'y a pas de réparation sans pardon. Il n'y a pas non plus de pardon sans réconciliation. Mais avant tout, il faut rechercher la vérité pour arriver à asseoir les responsabilités de tous les anciens pour espérer un avenir radieux de la République si on compte installer la paix dans notre pays dans les jours à venir. Je vous remercie. Nous disons merci à Maître. Monsieur le modérateur, je serai très bilingue parce que c'est ce que l'univers médiatique congolais a imposé depuis un certain temps. Tout comme la TV, ça la deuxième œil, télévision, la facilité qui avait innové à l'époque et qui a été suivi comme tous les autres aspects. Alors, mon sous-thème dans l'avenir de la RDC, c'est aborder l'aspect de la responsabilité ou le rôle des médias dans un pays comme la République démocratique du Congo. Alors, avant de me faire une idée sur la suite de mon intervention, j'aimerais d'entrée de jeu donner les 3 missions de l'existence d'un organe de presse. Les organes de presse, c'est le concept en fait, technique qu'on appelle chaîne des radios, mais c'est un organe de presse. L'organe de presse, quand on le crée, il a 3 missions essentielles. Donc, chaîne, Lyon, soit télévision, c'est 3 missions essentielles. C'est informer, former et divertir. Ce sont les 3 missions d'un organe de presse. Et pour y parvenir, l'organe de presse doit respecter des préalables. Il faudrait qu'il soit géré par des personnes qui maîtrisent le secteur en termes de gestion. C'est-à-dire le directeur général, le directeur de programme doivent être des personnes qui maîtrisent le secteur de médias. L'aspect information. L'information, généralement, les médias ont comme rôle dans une société comme la République démocratique du Congo, dans l'information, de révéler au public ce que les décideurs occultent. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a une décision qui est prise sur, par exemple, ouvrir Qatar Airways en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le public comprend? Qu'est-ce que la RDC va gagner si aujourd'hui Qatar commence à ouvrir des lignes sur la République démocratique du Congo? Pour aborder une question comme celle-là, les médias aujourd'hui fonctionnent avec des personnes qu'on appelle des personnes ressources, des experts du domaine. Aujourd'hui, on suit beaucoup plus le football. Généralement, vous verrez que Lilian Gatoun est avec Abibey. François Marchal est avec Abibey. Abibey, c'est un joueur, un footballeur, ce n'est pas un journaliste. Alors, il va subir une formation pour accompagner le journaliste dans le travail d'informer les gens autour d'une rencontre sportive. Le journaliste va être dans le commentaire, c'est-à-dire faire vivre l'événement. Si, par exemple, le joueur court, je donne un exemple, le joueur à Kibimba et puis s'arrête à Tiki Ballon. L'ancien footballeur qui est expert du domaine va expliquer au public ce qui se passe. Ça peut être les ischio-jambiers, ça peut être un problème qui peut être réglé sur le champ, on va le voir, les médecins vont aller le voir, il va reprendre à jouer, ou ça peut être vraiment une grande blessure. Et donc les médias, pour la dimension de l'information, leur rôle serait de se faire accompagner par les experts du domaine dans lequel ils veulent exceller. Et donc, s'ils sont dans le domaine économique, les médias doivent avoir comme personnel des économistes de formation. Ce ne sont pas des journalistes. Et donc, leur intervention sera dans l'accompagnement de faire émerger la société. Leurs interventions seront orientées dans leur expertise. La même chose pour les juristes.
vous verrez ce qu'on appelle les consultants. Aucun média congolais n'a un consultant, ça n'existe même pas parce que le journaliste il fait tout. On peut se réveiller, le journaliste se permet d'aborder des questions juridiques et il condamne même les procureurs généraux sur une question qu'il ne maîtrise pas. Et donc ça ne permet pas d'accompagner ou de jouer le rôle dans une société comme la République démocratique du Congo. L'autre aspect de l'information, c'est que le journaliste doit avoir des sources de son information. Donc quand je dis que le chef de l'État a fait ceci, moi, journaliste, j'ai reçu cette information d'une source sûre, d'une source officielle, et je veux la donner au public. Malheureusement, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le phénomène fake news. Fake news, c'est au fait une fausse information que les gens créent et qui mettent sur le marché numérique. Et c'est une information qui a une dimension où chacun y met du soi. Comme on n'a pas de source d'information, chacun ajoute une nouvelle dimension de ce qu'il pense de cette information-là. Et on est dans l'aspect de la désinformation. Et une société où la dimension fake news est très élevée, cette société aura du mal à émerger et les médias ne joueront pas le rôle qu'ils doivent jouer. Aujourd'hui, par exemple, le propriétaire de X, ancien Twitter, est devant la justice au Brésil. Parce que l'État brésilien a désactivé des comptes Twitter de certaines personnes qui étaient répertoriées comme des désinformateurs et Twitter a réouvert ces comptes-là. Twitter est poursuivi en justice au Brésil. Il pourrait même fermer ses portes dans ce pays-là. Ça, c'est l'aspect de la dimension information. Alors, comme on a une politique où on occulte facilement les informations que le public devrait avoir, les médias, dans le rôle d'informer, doivent jouer avec l'accompagnement des experts dans chaque domaine qu'ils ont. Si on va parler par exemple des champs, il faut passer à la Bilanga, d'Angouélé là-bas par exemple chez nous, du côté du Nabois là-bas, il faut qu'il y ait des experts de ce domaine-là qui maîtrisent cet aspect. Est-ce que dans 5 ans, le riz sera produit en grande quantité dans cette zone-là? Si les experts disent que dans 5 ans, ce n'est pas possible, les médias vont accompagner cet expert-là à faire passer l'information. L'autre dimension de 3 missions de l'information, c'est la formation. Donc là, j'étais dans la dimension de l'information, je passe à la dimension de la formation. Les médias sont un élément de formation. Alors, comme nous sommes dans la dimension de la formation, c'est-à-dire que les médias doivent avoir des programmes formatifs dans leur grille de programme. Vous verrez, par exemple, une intervention d'un juriste qui intervient sur les questions de la fiscalité ou les questions de droits commerciaux, de contrats commerciaux. Ce sera des programmes, la télévision, quand quelqu'un regarde, il se dit, là j'ai appris. Et ces programmes doivent tenir compte aussi des tranches d'âge. On peut avoir des personnes plus âgées, des jeunes, des enfants. C'est comme ça que vous verrez, par exemple, des programmes qu'on appelle le dessin animé. À des enfants qui ne parlent pas encore, mais ces programmes-là vont les former dans l'aspect de maîtriser certaines phrases, de maîtriser certains mots. Et donc, dans une grille de programme, les médias, pour accompagner la société, doivent jouer ce rôle-là, d'avoir des programmes qui forment le public. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des programmes sur l'entrepreneuriat. Donc, vous avez un expert du domaine qui ne va pas seulement s'arrêter dans la dimension que j'avais donnée avant, celle de s'arrêter à l'aspect d'accompagner le journaliste. Mais dans la dimension de la formation, les experts qui sont recrutés au sein des organes de presse vont donc chacun mettre en place son expertise pour former le public qui est attaché à ce média-là. La troisième dimension, c'est la dimension du divertissement. Donc, quand les modérateurs disaient qu'il y a des analyses, qu'il y a sa place, mais avec un contenu, je vais revenir dans la deuxième partie de mon intervention, avec un contenu qui tienne compte des valeurs morales et éthiques de la société. Aujourd'hui, quand vous suivez par exemple un théâtre de Soussou, on y introduit peut-être les habiletés pour la société.
Aujourd'hui, on fait la promotion, il y a des PD dans la série, par exemple. Je n'ai rien à voir contre ces gens-là. Je ne partage pas leurs valeurs. Mais dans notre société, par exemple, ce n'est pas autorisé. Mais vous verrez que dans chaque théâtre, aujourd'hui, made in RDC, il y a un PD, il y a un bisexuel, il y a tout ça. Est-ce que ça répond aux valeurs de la société? Est-ce que on joue un rôle dans le Si dans un théâtre, il faut pas que ça va PD, il faut que ça va tout il n'y a pas si. Je vais donner un exemple. Le film nigérien au total, par exemple. Le Nigeria est plus peuplé que la RDC. Même en embouteillage. On a embouteillage à Kinshasa. Une ville comme Lagos, on pousse à la coupe. Mais quand les Nigérians tournent leurs films, c'est un théâtre, il y a Hollywood au total, parce que c'est régulé et comment le là, business, c'est une entreprise. Les acteurs doivent gagner dans tout ça là pour ça. Ils vont s'arranger à ce que vous avez comme si dans le Nigeria, vous avez la thé. Au bout de la balabala, vous avez à deux personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle arranger le monde avant de filmer. La limite, c'est que l'image, il y a beaucoup de belé, parce qu'ils partagent moi la valeur. Donc, comment les gens vous tournez la haute voiture nigériane? Et ça, mais parce qu'ils ont montré ça dans le film. Et les Congolais ont vu ça dans le film. Ah, au Banda, où il y a une voiture nigériane. Et ça, ils ont vendu, côté, il y a bien. Les belles maisons,